votre sensibilité, vous vous dites certainement, que doivent dire réellement ces opposants devant votre four? Sacrilège devant la barre. Mais je peux vous rassurer, Monsieur le Président, qu'ils ont des choses à dire. Mais pour ce qui me concerne, Monsieur le Président, autant vous le dire, bien que parlant, je ne vous dis pas ce que je pense. Je vous expose la pensée de mes clients. En cela, Monsieur le Président, quand mon confrère de l'autre côté de la barre, je vous dis, sécurisez-moi. Merci. J'aimerais en même temps, votre honneur, vous soumettre une confidence. Je dois vous avouer qu'à un certain moment de ma vie, j'ai opéré quelques changements. Et c'est pourquoi je suis là que je suis aujourd'hui. Et oui, je ne suis pas contre le changement, contre la réforme, je ne suis pas contre. Mais je sais une chose, par ma petite expérience de la vie, que lorsqu'on veut initier un processus de changement, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi et comment? Et puisqu'il s'agit de la réforme constitutionnelle, pourquoi est-ce qu'on veut changer et comment est-ce qu'on doit procéder? J'aimerais commencer par un ordre inversé en vous parlant du comment. La partie requérante vient de vous saisir par une requête d'interprétation. Et l'une des parties affiliantes vous a dit que vous devez vous prononcer sur le changement. Il est vrai, et c'est un secret de polichinelle, que la Constitution ne peut pas établir des mécanismes de sa mort. En d'autres termes, votre pouvoir étant que juge constitutionnel, c'est d'interpréter la Constitution dans toutes ses dispositions. Aucune disposition de la Constitution donne le pouvoir à la Cour constitutionnelle de faire une interprétation au-delà de la Constitution, parce que le cadre du changement constitutionnel n'est pas prévu dans le texte. Le texte organise la révision et vous devez vous prononcer sur la révision et non sur le changement. C'était important de le dire. Le comment, deux mécanismes qu'il faut pour changer ou pour faire une réforme constitutionnelle. Réservez-nous le droit de réplique. La révision. Sacrilège devant la barre. Vous avez votre sensibilité, vous vous dites certainement, que doivent dire réellement ces opposants devant votre four? Sacrilège devant la barre. Mais je peux vous rassurer, Monsieur le Président, qu'ils ont des choses à dire. Mais pour ce qui me concerne, Monsieur le Président, autant vous le dire, bien que parlant, je ne vous dis pas ce que je pense. Je vous expose la pensée de mes clients. En cela, Monsieur le Président, quand mon confrère de l'autre côté de la barre, je vous dis, sécurisez-moi. Merci. J'aimerais en même temps, votre honneur, vous soumettre une confidence. Je dois vous avouer qu'à un certain moment de ma vie, j'ai opéré quelques changements. Et c'est pourquoi je suis là que je suis aujourd'hui. Et oui, je ne suis pas contre le changement, contre la réforme, je ne suis pas contre. Mais je sais une chose, par ma petite expérience de la vie, que lorsqu'on veut initier un processus de changement, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi et comment? Et puisqu'il s'agit de la réforme constitutionnelle, pourquoi est-ce qu'on veut changer et comment est-ce qu'on doit procéder? J'aimerais commencer par un ordre inversé en vous parlant du comment. La partie requérante vient de vous saisir par une requête d'interprétation. Et l'une des parties affiliantes vous a dit que vous devez vous prononcer sur le changement. Il est vrai, et c'est un secret de polichinelle, que la Constitution ne peut pas établir des mécanismes de sa mort. En d'autres termes, votre pouvoir étant que juge constitutionnel, c'est d'interpréter la Constitution dans toutes ses dispositions. Aucune disposition de la Constitution donne le pouvoir à la Cour constitutionnelle de faire une interprétation au-delà de la Constitution, parce que le cadre du changement constitutionnel n'est pas prévu dans le texte. Le texte organise la révision et vous devez vous prononcer sur la révision et non sur le changement. C'était important de le dire. Le comment, deux mécanismes qu'il faut pour changer ou pour faire une réforme constitutionnelle. Réservez-nous le droit de réplique. La révision. Sacrilège devant la barre. Vous avez votre sensibilité, vous vous dites certainement, que doivent dire réellement ces opposants devant votre four? Sacrilège devant la barre. Mais je peux vous rassurer, Monsieur le Président, qu'ils ont des choses à dire.
qui me concerne, Monsieur le Président, autant vous le dire, bien que pensant, parlant, je ne vous dis pas ce que je pense. Je vous expose la pensée de mes clients. En cela, Monsieur le Président, quand mon confrère de l'autre côté de la barre, je vous dis, sécurisez-moi. Merci. J'aimerais en même temps, votre honneur, vous soumettre une confidence. Je dois vous avouer qu'à un certain moment de ma vie, j'ai opéré quelques changements. Et c'est pourquoi je suis là que je suis aujourd'hui. Et oui, je ne suis pas contre le changement, contre la réforme, je ne suis pas contre. Mais je sais une chose, par ma petite expérience de la vie, que lorsqu'on veut initier un processus de changement, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi et comment? Et puisqu'il s'agit de la réforme constitutionnelle, pourquoi est-ce qu'on veut changer et comment est-ce qu'on doit procéder? J'aimerais commencer par un ordre inversé en vous parlant du comment. La partie requérante vient de vous saisir par une requête d'interprétation. Et l'une des parties affiliantes vous a dit que vous devez vous prononcer sur le changement. Il est vrai, et c'est un secret de polichinelle, que la Constitution ne peut pas établir des mécanismes de sa mort. En d'autres termes, votre pouvoir étant que juge constitutionnel, c'est d'interpréter la Constitution dans toutes ses dispositions. Aucune disposition de la Constitution donne le pouvoir à la Cour constitutionnelle de faire une interprétation au-delà de la Constitution, parce que le cadre du changement constitutionnel n'est pas prévu dans le texte. Le texte organise la révision et vous devez vous prononcer sur la révision et non sur le changement. C'était important de le dire. Le comment, deux mécanismes qu'il faut pour changer ou pour faire une réforme constitutionnelle. Réservez-nous le droit de réplique. La révision. Sacrilège devant la barre. Important pour qu'ils puissent agir en ce sens. Vous allez donc dire la requête du Conseil national de la jeunesse, telle que représentée par son président William, appelé par les intimes le Baobab, recevable, et ses arguments fondés. Nous avons dit. Respecter. Et devant une haute juridiction. Et vous devez tenir compte de cela. Je suis bâtonnier national, Laurent le Président. C'est moi qui... Le bâtonnier national, c'est pour les avocats, et soyez exemplaires pour tous les autres qui sont là. S'il vous plaît. On ne discute pas avec la comète. Monsieur le Président, je vous en voudrais si je perds mes fils d'idées à cause de vos interruptions intempestives. Mais je me dois de continuer tout de même. Étais-je en train de dire? Comment voudrez-vous que cette même constitution et cette même république, où à tout moment on dit au président de la République d'aller la mission du Cameroun, mais il ne joue conformément à l'article 69 que le rôle d'un arbitre? Doit-on continuer avec cette constitution? Jamais! Il ne joue que le rôle d'un arbitre parce qu'en réalité, lorsque vous lisez les articles 90 suivants, c'est le Premier ministre qui définit la politique du gouvernement et c'est lui qui en assume la responsabilité devant le Parlement. Prenons le courage de passer d'un régime présidentiel, d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, tout simplement parce que contrairement en Grande-Bretagne, où le roi règne et ne gouverne pas, en Afrique, le roi règne et gouverne. En Afrique, le roi ne peut pas régner sans gouverner. C'est impossible. Et que dire de cette ingouvernabilité qui sévit dans le province? Ingouvernabilité consacrée par l'article 196, 197 et suivant de la Constitution, qui crée un déséquilibre patent entre le gouvernement provincial et les assemblées provinciales. Comment voudrez-vous, votre honneur, qu'il y ait un équilibre alors même que les députés provinciaux ont la possibilité d'inverser les gouverneurs et que celui-ci est désarmé face à eux? Voilà pourquoi, durant le premier quinquennat du président Tshisekedi, vous avez vu plus de 10 motions. 10 motions, s'il vous plaît. Et ces motions ont parfois des soubassements alimentaires. Mais ce n'est pas un soubassement alimentaire. C'est parce que les assemblées provinciales traînent sur la tête des gouverneurs de province, telle une épée de Damoclès prête à frapper. Devons-nous continuer avec cette constitution? Jamais. Honorable Président, votre honneur, je pourrais, tel un chapelet de bonne intention,
vous démontrez de haut en bas, noir sur blanc et de bout en bout, combien cette constitution a connu l'usure du temps et combien le temps nous rattrape et que nous devons nous aussi rattraper. Je voudrais, pour chuter, Monsieur le Président, évoquer la même pensée du professeur Évariste Bouchard. Il disait en fait ceci, il démontre dans son ouvrage Entre la révision de la Constitution et la nation de la nation que du moment où une clause dite d'éternité n'est pas sanctionnée par un juge, elle ne peut pas être de droit et de d'éternité. Pour deux raisons. D'abord parce que cette clause condamne les générations présentes et à venir. Mes prédécesseurs l'ont dit. Aucune génération n'a le droit de condamner une autre. C'est aussi ça, le prolongement du droit de peuple à disposer d'eux-mêmes que consacrent les textes internationaux. Mais je sais que le collectif d'en face va dire qu'il y a fraude à la Constitution. Mais attendez, le juge américain Hugues ne disait-il pas que la Constitution est ce que le juge dit qu'elle est? Et qu'il n'appartient pas aux individus dépourvus de tout le pouvoir. Paix à son âme, le professeur Kamoukou Nimukinaï a fait toute sa thèse sur la fraude à la Constitution. Mais que vaut la fraude à la Constitution lorsque celle-ci ne peut pas être sanctionnée par un juge? Ce ne sont que des vœux pieux, les Isée Évariste Bouchard, des chapelets de bonne intention. Nous avons dit. Président Taïlana Likambo, parce que quelques minutes avant, le micro ne marchait pas. Telle est la même réalité. Maetondi Achwenge, président de la République, on va d'ailleurs très loin. Maman Denise. S'il vous plaît, maître. Maître, vous veuillez vous adresser à la Cour. Honorable Président, je plaide. Adressez-vous à la Cour. Je plaide, honorable Président. J'étais tantôt disant, en montant, j'étais tenté de demander au président William, président, Talilanga Likambo Loko. Et la même réalité s'oppose dans la société, président de la République, Talilanga Likambo Loko. Et très loin, très loin, on demande même à l'épouse du chef de l'État, Maman Denise, d'aller la Bissoli. C'est le bâtonnier prière de toujours s'adresser à la Cour. Honorable Président, le procès est tellement excitant qu'il ne suffit pas seulement de converser avec la Cour, mais de converser également avec le public. Alors qu'il plaise à la Cour de ne pas nous interrompre lors de nos plaidoiries. Les cadres ne vous permettent pas de vous adresser à l'assistance, puisque sollicité de la Cour. Honorable Président, il s'agit de la jeunesse. Il s'agit de la jeunesse, raison pour laquelle nous postulons avec force au changement de la Constitution en vue de basculer à la 4e République. Pourquoi, honorable Président? L'on vous a parlé du contexte de l'élaboration de la Constitution du 18 février 2006. Mais non pas de l'importance de ce contexte. Nous allons y revenir à la fin. Touchons d'abord le fond. L'on nous parle du multipartisme politique. La République démocratique du Congo compte plus de 6000 partis politiques. Idéologie à parti politique. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Contexte, honorable Président. Le contexte infère sur tout, même sur le mot et sur la position à prendre. Une forme. Notre État, nous, par le caractère de notre Constitution, possède quelle forme? Et si cette forme qui est substantielle pose un problème, ne trouvez-vous pas qu'il s'agit d'un avis qui ne convient pas à X? Ça, c'est une première des choses. La partie adverse se dit être le collectif, mais ce qui s'oppose.
sans savoir s'il s'oppose à quoi, il s'oppose à qui. Mais les opposants eux-mêmes, sachant que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, responsabilisent toujours le numéro 1. Si vous voulez que les présidents soient responsables de tout, venez nous dire que non, nous sommes là pour vous, on veut changer pour que cette fois-ci, s'il se passe un truc, on pourra le dire à X ou à Y. Mais ils viennent ici, ils s'opposent. Chitance, nous voulons dire ceci. Votre pensée a pris suffisamment de temps. Nous posons. Entre 2002 et 2003, au sortir d'une guerre atroce et iconoclaste qui émailla notre République, les acteurs politiques, Madame de la Cour, ont estimé bien de s'asseoir autour d'une table ronde afin d'élaborer une constitution. Mais Madame la Cour, ces acteurs politiques avaient reçu mandat de qui? De personne, vous avez là. Mais s'ils avaient reçu le mandat de personne, pourquoi est-ce que ces acteurs politiques peuvent déterminer l'histoire d'une nation sans en recevoir mandat? Donc vous aurez compris que le contexte de l'élaboration de cette constitution n'est plus le contexte actuel. Pourquoi? Puisque nous ne sommes plus dans une guerre, première chose, et que ces acteurs politiques étaient dans un contexte de la préservation de leurs intérêts messieurs, qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la population. Mais Madame la Cour devient retenir encore un autre considérant. Aucune génération au sein d'une république n'a la compétence matricielle de déterminer le sort d'une nation. Pour dire que, permettez, je suis juriste, nous n'avons pour âme que la parole et l'écrit, donc je pense que je peux parler. Ceux qui ont élaboré cette constitution n'ont pas plus de droits que nous, qui aujourd'hui demandons la réforme. Parce que aucune génération ne peut s'octroyer le pouvoir de déterminer de façon éternelle le devenir d'une nation. Aucune génération ne peut dire qu'un texte soit-il peut être élaboré pour une vocation éternelle. Donc vous aurez compris que la question de la réforme s'avère être pertinente. Pertinente parce que le contexte n'existe plus. Le contexte qui a présidé à l'élaboration de ces textes n'existe plus. Pourquoi, Madame la Cour? Parce que les contextes influent sur les textes et les contextes précisent les textes. Lorsque les contextes s'écartent du texte, on tombe dans le prétexte. Donc nous sommes face à une circonstance qui nous appelle à une réforme. Au-delà de cet aspect, Madame la Cour, vous chutez. Vous deviez comprendre une chose, que le président de la République démocratique du Congo est pour la réforme. Car la réforme ne prend pas en compte l'aspect révision ou changement, c'est un chevauchement entre les deux. Si la révision est constitutionnelle, la mort de la Constitution n'est pas constitutionnelle. Donc vous aurez compris ici que vu que le contexte actuel n'est plus le même contexte qui a présidé à l'élaboration du texte qui est constitutionnel actuellement, on ne peut plus retenir cette constitution. Mais qu'en est-il de l'influence de la communauté internationale dans l'élaboration de cette constitution? Parce que c'est cela le débat également. Tenez-le pour dire, on vous dira que la constitution a été élaborée à Kisangani et que nous qui sommes de la République ne maîtrisons pas l'histoire constitutionnelle du pays. Mais qui d'entre nous ici va dire qu'une rébellion peut se mener au sein d'un État sans une influence externe? Qui peut nous faire croire que ceux qui ont fait partie de la table ronde de cette élaboration de la Constitution n'avaient pas une influence de l'extérieur? Donc vous allez comprendre avec nous que l'influence externe est également le ministre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la communauté internationale considère la République démocratique du Congo comme étant une terre fertile au sein de laquelle elle peut venir puiser ce qu'elle veut en termes de minerais. Donc, Madame la Cour, après avoir compris le contexte
prenez-en le droit pour en déduire la conséquence. Et avant cela, vous deviez retenir l'architecture et l'armature de notre plaidoirie. Le premier avocat viendra vous fixer les contextes dans lesquels la Constitution du 18 février 2006 a été élaborée. Et que pourquoi ces contextes n'a plus son pesant d'or à ce stade pour une sorte de maintenance de cette Constitution. Le deuxième avocat viendra avec de précisions détaillées sur le plan juridique pour vous expliquer les dispositions qui posent problème dans cette Constitution, en vertu desquelles il faudrait que nous fassions une réforme. Là, ne reflète pas le comportement d'un bon père de famille. Nous sommes mariés, mères de tes enfants. Exactement, puisque c'est ça notre rôle. Madame la Cour, une bonne constitution peut être la source de bonheur d'un peuple. Mais seulement, une mauvaise constitution peut être la seule source de malheur d'un peuple, mais également de conflits politiques. Ainsi, nous affirmons encore avec vivacité que la Constitution du 18 février est la cause du malheur d'un peuple, mais également de conflits politiques. D'autant plus que, de par son contexte, vous allez comprendre que ces textes ont vu le jour au cours de 2 périodes successives marquées par 3 transitions, mais également au cours de guerres de libération politique. Et qui est donc ceci dans le cadre de mettre en œuvre un cadre institutionnel. Donc cette constitution a une nature conflictuelle, de par son contexte qui se retrouve biaisé. Mais également, son contexte emporte sur son écriture, notamment sur le fond et la forme. Pourquoi nous disons cela? Nous allons nous expliquer. En ce qui concerne son élaboration, pour parler d'une constitution sociale, en termes de la démocratie, il faudrait que ces textes puissent être élaborés par une assemblée constituante composée de personnes élues légitimement par le souverain primaire. Il s'agit de peuple qui en conçoit le projet, mais qui le soumet en aval au mécanisme de référendum constituant. Ce qui n'était pas même le cas pour la Constitution du 18 février 2006. D'autant plus que le rédacteur de ces textes était dans un individu qui n'était pas élu de façon légitime par le peuple, mais qui se sont constitués, M. le Président, en synergie avec la communauté internationale, qui ont mis la main dans la pâte pour constituer mot juridique un texte teinté d'incohérence et d'imprécision. Et que donc cette communauté ne s'est pas seulement limitée par des conseils soporifiques, diabolico-machiavéliques, jusqu'à donner des injonctions irrefusables à ces personnes. La preuve en est que nous avons une constitution qui a un produit, même de malheur, mais également de conflits politiques. L'explication de ces mécanismes, pour vous dire qu'en ce qui concerne son élaboration, cette constitution a échappé à une procédure démocratique. Et donc c'est une constitution que nous qualifions d'extranéité. Une constitution qui ne reflète pas l'identité culturelle du peuple. Vous allez le constater que ce faille ne se retrouve même pas seulement sur l'élaboration, mais en ce qui concerne le fond même du texte, notamment en ce qui concerne l'article 5 de cette constitution. Moi je sais, et vous le savez, et l'assistance le savent, que la souveraineté nationale appartient à la nation et non au peuple. Ceci, c'est en vertu de la théorie de la démocratie représentative. Sans cela, Monsieur le Président, nous allons nous livrer à cet exercice. Mais avant cela, j'aimerais vous faire parvenir une pensée, une petite pensée. Au perron du palais de justice, le procureur Kamassé Lekewassi, me touchant à l'épaule, m'a dit que maître, pour cette fois-ci, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et moi, je vous dis, Monsieur le Président, qu'il est plus préférable
d'être du bon côté de la justice que du bon côté de l'histoire. Sacrilège de Car votre part. un jour, et c'est garanti que la justice triomphera. En cela a acté la comparution du collectif de députés opposants représentés par ces conseils au nom de Maître Christopher Mpiana, avocat au barreau de Kinshasa. Silence, je plaide. C'est que vous ne remarquez pas maintenant qu'il y a une histoire qui s'écrit. Et oui, les ténèbres sont vives, puisque son avocat est ici parmi nous. Madame la Cour, veuillez donc acter la comparution de Maître Aristote Kabila Kalala, communément appelé avocat du diable, avocat inscrit au même tableau. Monsieur le Président, votre honneur, pour ne pas dire ce qui est dit, dans le dire, d'y dire, d'en dire, que si, oui, si, les dire, d'y dire de celui qui dit, n'est rien d'autre que les dire, d'y dire de celui qui a dit, alors les dire, d'y dire, ne serait que déjà dit, votre honneur. Monsieur le Président, il s'agit bel et bien de nous. Nous, le maître Béni de Bonza, avocat inscrit dans plusieurs barreaux au monde, en l'occurrence au barreau d'Amsterdam, au Moupledam, qu'avec le Pedam, nous gagnâmes le procès des âmes, Monsieur le Président. Mais pour raison d'incongruité, d'africanité, ainsi que de simplicité, Monsieur le Président, il nous semble cet avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kabeapa Mwanga, là on nous appelle maître. Comprenez qu'après moi, Monsieur le Président, il y a une suite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puisque mon confrère précédent a conjugué les verbes dire dans tous ces temps et dans tous ces modes, veuillez acter la comparution de Maître Emmanuel Doumbou, avocat prêt à même cour. Il y a un point. Merci. Alors, représenté par son président, M. William Kambila, appelé par les intimes le Baoba, comparaissent le bâtonnier national, Maître Mika Mondanga Bakaji Kawabasou, conjointement avec. D'acter avec sagacité, vivacité, célérité, rapidité, la gymnastique métaphysico-comparationnelle de Maître Gémina Moukala, appelé par les intimes la conjointe du barreau, l'afrocentriste de droit à l'emploi, avocate inscrite dans plusieurs barreaux au monde. Mais c'est pour des raisons de simplicité, mais aussi d'humilité qu'au pays nous sommes inscrits au tableau du barreau, pris la cour d'appel de Kinshasa. Félicitations, votre honneur. C'est seulement par humilité que j'accepte de comparaître par devant votre juridiction, parce qu'en principe, le fait d'avoir beaucoup plaidé ne me permet pas de plaider avec des avocats d'un certain niveau. Mais actez quand même que par devant votre... Que voulez-vous que je retire? Vous plaidez avec le bâtonnier national. Que voulez-vous que je retire? Le fait pour moi de dire que j'ai assez plaidé ou le fait de constater que je plaide à côté des avocats qui chantent? Vous plaidez devant la Cour constitutionnelle. Avez-vous déjà plaidé devant la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle dans ma vie, c'est le bas de l'échelle. J'ai plaidé devant la CPI, j'ai plaidé devant la CIJ. La CPI n'est pas plus prestigieuse que la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle connaît du contentieux de constitutionnalité. Alors que la CPI juge les individus. Vous ne pouvez pas comparer la Cour constitutionnelle à la CPI. La Cour constitutionnelle est plus prestigieuse que la CPI. Actez votre nom de comportement. Monsieur le Président, c'est en votre honneur, au terme de l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le droit interne est considéré en droit international comme des simples faits. Au regard du droit international, votre Cour constitutionnelle, c'est des faits. Cette posture juridique que vous adoptez est constipée et souffre de la maturité juridique. Il n'y a pas de maturité juridique à votre posture juridique que vous adoptez. La Cour constitutionnelle est la plus prestigieuse que la Cour pénale internationale, en ce sens que celle-ci juge les individus lorsqu'ils sont passifs de crimes relevant de la compétence de la CPI, alors que la Cour constitutionnelle connaît d'interprétation de la Constitution
interprète la Constitution par voie d'autorité. Et donc, comme tel, vous ne pouvez pas comparer la Cour constitutionnelle à la Cour pénale internationale. Ainsi donc, la Cour constitutionnelle est plus prestigieuse que la Cour pénale internationale. Veuillez acter votre comparution, maître. Je veux quand même acter ma comparution avec beaucoup de tristesse, puisque le droit, nous sommes là pour le rétablir là où il est violé, et nous sommes là pour le faire parler là où on veut le faire taire. Je voudrais quand même noter à l'intention de la juridiction que le droit international et le droit interne fonctionnent dans une sorte d'osmose et que quand on a besoin de chercher, les débats aujourd'hui n'est pas sur la supériorité, sur l'infériorité, mais c'est sur la manière dont ces décisions peuvent, en fait ces juridictions peuvent cohabiter dans une sorte de dialogue des juges ou des dialogues des juristes. S'il vous plaît, maître. Actez donc à l'appel de la cause comparée, maître Maxime Kitenge, avocat inscrit au tableau du barreau, après la cour d'appel de Kinshasa. La Constitution est le fruit de la crise. Je rejette ces arguments selon lesquels cette Constitution. Il rejette ces arguments selon lesquels cette Constitution serait la source de malheur. S'agissant des caractères intangibles des dispositions de l'article 220, la Cour rappelle que cette intangibilité est absolue. De disposition de l'article 220. Il n'a pas besoin d'être verrouillé par une autre disposition, d'autant plus que l'article 220 constitue lui-même un verrou. La Cour va essentiellement se prononcer sur la question de l'interprétation des dispositions de l'article 218 et suivant de la Constitution. Pour la Cour, entre la réforme constitutionnelle et l'asphyxie, mieux l'inanition de la nation, celle-là, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle, est toujours sous-entendue au but de sauver l'État et ses institutions en permettant l'oxygénation de la nation. La Cour rappelle en outre que lorsque les dispositions intangibles ne permettent pas le bon fonctionnement des institutions de la République, sa révision ne pose aucun problème car il revient à chaque génération de définir sa destinée dans la Constitution et même de redéfinir son identité et son histoire constitutionnelle. Les dispositions de l'article 218 permettent la redéfinition de la Constitution par la procédure de révision. Cette révision peut même toucher les dispositions intangibles en vertu de la technique de double révision. Dans la mesure où, lorsque les dispositions intangibles se trouvent être en inadéquation avec, bien entendu, les contextes actuels, l'on peut donc procéder à la révision de ces dispositions. La Cour, en rejetant l'argument selon lequel la Constitution serait donc le fruit de crise, la source de malheur, la Cour retient l'argument selon lequel la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011, se trouve être en inadéquation avec les réalités sociales actuelles. En l'occurrence, l'inadéquation de la Constitution du 18 février avec la conception de la fonction présidentielle dans la République. En ce sens, que la Constitution institue une conception présidentielle autre que celle qu'a le peuple. Et cette inadéquation entre la conception de la fonction présidentielle au vu de ses compétences telles qu'elles sont retracées dans la Constitution se trouve donc être en incompatibilité avec la Constitution actuelle. C'est ainsi que la Cour retient l'inadéquation totale liée à l'incompatibilité de la Constitution du 18 février 2006 avec les réalités socio-économiques actuelles. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 1
la Cour constitutionnelle, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement des frais. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 218 et suivants, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les dispositions des articles 43, 48 et 88 et 96 alinéa D, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les dispositions des articles 54 et 91 alinéa D et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable est fondée, en conséquence, déclare qu'à l'aune des énonciations des dispositions des articles 218 et suivants de la Constitution, au vu de l'inadéquation de la Constitution du 18 février 2006 avec les réalités actuelles, déclare que cette Constitution peut faire l'objet d'un changement si léger en suivant la procédure prévue aux dispositions de la Charte des droits. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique à laquelle ont siégé Christian Agamba, juge président, M. Badibanga, Dieudonné, M. Kassenda Sonko, Corneille, M. Kaloume Asengo, en présence du procureur général. Chers leaders des mouvements et associations des jeunes, distingués invités et chers jeunes, permettez que je vais répondre. Résolution finale sur la rencontre d'engagement patriotique de jeunes sur le thème « Que pense la jeunesse pour la construction d'une 4e République ». Chers présidents des conseils provinciaux de la jeunesse, chers présidents des conseils urbains et territoriaux, chers leaders des mouvements et associations de jeunes, distingués invités, chers jeunes. Permettez-moi, avant de commencer mon propos, de remercier les dieux tout-puissants, maîtres des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous a faite de nous retrouver pour ces échanges inédits. Durant 3 jours, nous avons été attentifs face aux exposés relatifs à la question d'intérêt national qui touche à la vie et aux devoirs de notre pays, la République démocratique du Congo. Je tiens vivement à remercier les différents intervenants qui nous ont honorés par leur présence et leur expertise. Leurs exposés magistraux basés sur la pratique nous ont permis d'avoir une vision globale sur les fondamentaux de la Constitution du 18 février 2006, y compris les motivations de sa réforme. Je remercie sincèrement les délégués venus de toutes les provinces de la République d'avoir rehaussé de leur présence à cette rencontre d'engagement patriotique, nonobstant les difficultés et embûches rencontrées. Et pense la jeunesse pour la construction d'une 4e République, tel a été le thème pertinent au cœur d'un débat houleux entre jeunes pendant ces 3 jours. En effet, la question de la réforme constitutionnelle implique au plus haut point la jeunesse dans la mesure où celle-ci représente à elle seule plus de 75% de la population congolaise. Pour rappel, lors de mon discours d'ouverture de ces assises, j'avais souligné que la Constitution n'était pas qu'un tas d'articles au service des juristes ou des constitutionnalistes. Par contre, elle est l'âme, les tempéraments, l'agir et
les habitudes d'un peuple. C'est ce qui nous constitue et nous construit. Elle doit par conséquent répondre aux aspirations idéologiques et philosophiques du peuple. Elle n'est pas immuable, moins encore une tente dressée pour le sommeil. Elle doit s'adapter aux besoins et réalités de la société. C'est ici l'occasion de saluer le courage et l'audace républicaine du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir lancé ces débats rénovateurs sur la réforme constitutionnelle. Et la jeunesse congolaise dans son ensemble s'est appropriée de cette question d'actualité en vue d'apporter sa contribution non négligeable à l'action publique en saisissant l'opportunité de participer directement dans la construction d'une société meilleure que nous voulons tous. Oui, la jeunesse congolaise est fondamentalement d'accord pour la construction d'une 4e République qui passe non pas par la révision de la Constitution, mais plutôt par le changement de cette dernière. Car 18 ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, celle-ci a montré ses limites et ses faiblesses, devenant inadaptée aux réalités et enjeux de l'ère. De ce qui précède, la jeunesse congolaise propose ce qui suit. La réforme institutionnelle passant par la suppression de certaines institutions bidétivores, entre autres les assemblées provinciales, le Sénat. La suppression également de certaines institutions d'appui à la démocratie telles que les conseils économiques et sociaux, les conseils nationaux de suivi des accords, la commission nationale indépendante et remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. 2. L'instauration du régime présidentiel avec un exécutif monocéphale. 3. Les élections du président de la République au suffrage universel direct à 2 tours afin de renforcer sa légitimité. 4. L'encadrement du multipartisme avec 2 ou 3 courants politiques, notamment la gauche et la droite, ou soit les libéraux, les socialistes et les capitalistes. C'est une réforme majeure pour lutter contre la recrudescence des partis politiques sans idéologie. 5. L'institutionnalisation du principe de la représentativité de la jeunesse d'une 4e République dans toutes les 26 provinces avec comme message clé: une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre pays. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise venue de toutes les provinces. Que Dieu